Un drame est survenu dans les communes du Golfe Sud. Un immeuble de 5 étages s'est effondré au petit matin de ce vendredi dans le quartier de Sagbado. D'après plusieurs témoins, le drame s'est produit aux alentours de 5 heures. J'allais au boulot et j'ai aperçu la foule. Nous nous sommes vite rendus compte que l'immeuble s'est effondré avec le propriétaire et d'autres personnes à l'intérieur. Plusieurs personnes sont sous le choc et ceux qui ont échappé à cet accident ont apporté leur aide pour sauver les vies avant l'arrivée des services de secours. D'après une victime qui a vu son habitation endommagée, personne ne connaît le nombre exact de personnes se trouvant dans l'immeuble avant son effondrement. Ce matin, j'allais aux toilettes et mon enfant m'a alerté par des cris de détresse que l'immeuble de notre voisin s'écroulait. Nous avons su qu'il y avait des victimes grâce aux cris de détresse d'une dame sous les décombres. Nous avons tout fait pour la faire sortir avant l'arrivée des secours et elle nous a fait savoir que d'autres personnes se trouvaient sous ces décombres. Eux sont toujours introuvables. Notons que cet accident a fait plusieurs blessés graves et certaines victimes sont encore sous les décombres. Pour l'heure, aucun rapport faisant état des victimes n'a été fait. D'après le chef du cabinet du maire de la commune Golfe Sud, la mairie avait à plusieurs reprises interpellé le propriétaire de l'immeuble d'arrêter les travaux puisque l'immeuble en question s'érige sans un permis de construire. La société de transport et de covoiturage Yango est interdite de toute activité au Togo. Ainsi en a décidé les autorités togolaises ce jeudi. Un communiqué a été à cet effet rendu public et signé par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Selon le ministre, la société Yango a commencé ses activités au Togo en juin 2024 en violation de toutes les procédures et autorisations administratives requises. La société étant de façon irrégulière installée au Togo, le gouvernement estime que la dite société pourrait facilement échapper au contrôle du ministère. En l'absence d'un contrôle adéquat, justifie le ministère, la société Yango représente des risques significatifs pour le pays, notamment la sécurité des usagers. Bien avant Yango, Gozem et BKG Speed faisaient aussi dans le transport. Arrivée sur le continent africain depuis 2018, la société est présente dans plus de 17 pays. Cependant, la société est confrontée à des défis réglementaires sur tout le continent. Au Cameroun, Yango a été suspendu début 2023 pour concurrence déloyale et non-respect des réglementations locales. Au Maroc, la société a connu les mêmes déboires 3 mois après le lancement de ses activités. Le Sénégal a aussi rejoint la liste des détracteurs de Yango. Et presque tous ces pays africains reprochent à la société de transport de ne pas disposer de siège proprement dit, de n'avoir pas une licence et un compte bancaire, de ne pas déclarer ses tarifs et de ne pas publier ses conditions de service. Le Togo figure parmi les pays les plus performants dans la mise en œuvre des programmes et projets soutenus par la Banque mondiale. C'est le témoignage rendu par M. Abdou Salam Bello, administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale, lors d'un entretien avec Mme Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence et gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale. Cet entretien visait à renforcer les mécanismes de mobilisation des ressources pour optimiser la mise en œuvre des projets de développement au Togo. Pour preuve, un nouveau cadre de partenariat lie le pays à l'institution de Bretton Woods. Ce partenariat couvrira de 2025 à 2029. Malgré les performances du Togo, les discussions ont aussi tourné autour de l'amélioration de la gestion des dépenses publiques et le renforcement de la gouvernance des projets à travers des réformes institutionnelles. La Banque mondiale souhaite que le Togo introduise désormais le contrat de performance pour les gestionnaires des projets. Le contrat de performance a pour objectif d'accroître l'efficacité et la transparence dans la mise en œuvre des initiatives de développement.
Ces dernières années, le Togo s'est beaucoup illustré dans la défense de la paix, de la sécurité alimentaire et de la fragilité, a remarqué la Banque mondiale. À ce jour, le soutien de l'institution au Togo est estimé à 1,21 milliard de dollars. Sa dernière apparition publique remonte au sommet Chine-Afrique au début du mois de septembre. Paul Biya, président du Cameroun, était accueilli à Pékin par son homologue chinois. Depuis, le président a esquivé l'Assemblée générale de l'ONU et le sommet de la francophonie. Il est à Genève, en Suisse, un de ses lieux de résidence favoris. Ce n'est pas la première fois que le président séjourne longuement à l'étranger. Mais cette fois, la rumeur s'est mise à enfler. Il serait malade. Est-ce à cause de son âge avancé, 91 ans, ou de sa silhouette frêle, ou de ses rendez-vous manqués? Finalement, le 8 octobre dernier, un communiqué du gouvernement est venu démentir toute inquiétude sur l'état du président. Il est signé du ministère de la Communication et se conclut par « Le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours ». Et pour compléter, dès le lendemain, le ministre de l'administration territoriale passe aux menaces dans un deuxième communiqué. Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit. Les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Les débats publics se sont tus, mais la conversation continue sur les réseaux sociaux. En cette mi-octobre, Paul Biya n'est toujours pas rentré au pays, mais on l'attend tous les jours. Pour certains, ça devait être dimanche dernier. Pour d'autres, c'est cette semaine sans faute. Cette nervosité reflète celle en cours dans les cercles du pouvoir depuis des mois. Elle tourne autour d'une question taboue. Qui succédera un jour au président Biya, régnant en maître depuis plus de 41 ans? Ce dernier n'a jamais désigné de dauphin. Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, conteste cette destitution, affirmant que les accusations portées contre lui sont infondées et non prouvées. La justice a suspendu le processus de remplacement, empêchant le président William Ruto de nommer un successeur tant que l'affaire n'est pas jugée. Ce jeudi, le Sénat kényan avait suspendu l'audience de destitution du vice-président Rigathi Gachagua en raison de son hospitalisation pour des douleurs thoraciques. Gachagua a plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation qui le visent. Nora Obeid, un habitant de Nairobi, estime tout de même qu'il faut donner à Gachagua une chance de prouver son innocence. Il n'aurait pas été équitable que le vice-président soit destitué en son absence parce qu'il était soi-disant malade, selon les informations données aux Kenyans. Mais cela peut aussi servir de leçon à ceux qui gagnent du temps en faisant croire qu'ils sont souffrants. Lui seul sait s'il était malade ou non. La Cour examinera l'affaire en profondeur pour déterminer si les accusations justifiant la destitution de Gachagua sont valides. En attendant, la justice a clairement suspendu toute action visant à le remplacer, garantissant au vice-président la possibilité de défendre son cas avant que de nouvelles mesures ne soient prises. Dans les rues de Brazzaville, l'annonce du gouvernement a d'abord surpris les citoyens, puis c'est le mécontentement qui a pris le dessus et la résignation face à l'obligation de payer une taxe de solidarité nationale. Si le Congolais en souffre, si on est arrivé là à cotiser 1200 par an pour vouloir aider l'État, c'est parce que le pétrole ne tient pas. Le pétrole a échoué, donc on va trouver d'autres initiatives. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est l'utilisation de cet argent-là, il faudrait que ça soit bien utilisé. À partir du 1er janvier 2025, chaque Congolais devra à l'État 100 francs CFA par mois, directement collectés sur son crédit de téléphone portable. 1200 francs CFA par an et par citoyen, soit environ 6 milliards de francs CFA par an. Cette taxe fait partie des mesures annoncées dans le budget prévisionnel 2025 de l'État. Une loi des finances qui doit encore être adoptée par le Parlement et dont l'austérité inquiète. Cette loi de finances me paraît quand même irréaliste et n'est pas adaptée à la situation actuelle du pays. D'un côté, on dit on lutte contre l'inflation et de l'autre, on crée des taxes qui viennent elles-mêmes alourdir l'inflation dans un pays déjà en crise. Pour l'opposition, cette taxe symbolise l'échec du gouvernement. Prélever 1200 francs CFA à la population, je trouve que c'est une façon de l'enfoncer de plus belle dans la pauvreté. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce niveau
d'échec des pouvoirs publics, notamment une dette insoutenable, plus de 90% du produit intérieur brut, c'est parce que nous avons une gouvernance qui a failli. Ces dernières années, le pays a revu le budget de l'État à la baisse, passant de 6 milliards d'euros en 2020 à 4 milliards d'euros cette année. Malgré la manne pétrolière, près de la moitié des 6 millions d'habitants du Congo-Brazzaville vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis un mois dans la capitale, les ordures ne sont plus ramassées. Les éboueurs sont en grève pour cause de salaires impayés par l'État. Tout comme d'autres corps de fonctionnaires, comme les employés de mairie, les personnels des hôpitaux ou des facultés. Pour Vivian Manangou, professeur de fiscalité, le gouvernement a fait le choix de la facilité. Lorsqu'on est un pays endetté, comme c'est le cas du Congo aujourd'hui, on a deux possibilités pour désendetter le pays et donc financer un budget. La première chose à faire, c'est éventuellement de créer des impôts nouveaux. C'est ce que le gouvernement fait. C'est la facilité, on crée un impôt nouveau. On a des charges, il faut les couvrir, on crée un impôt. Et puis la seconde solution, c'est la plus efficace, mais la plus difficile, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est la réduction des dépenses de l'État. Et là, au Congo, on a de la marge. On a de la marge. Nous avons tenté de joindre les autorités sans succès. Mais première réponse à ces critiques, c'est l'annonce faite mercredi par le gouvernement. Les déplacements à l'étranger des ministres et fonctionnaires de l'État sont interdits jusqu'à la fin de l'année, l'exception à la règle étant les voyages du président de la République. Depuis l'enlèvement, c'est la troisième fois qu'Ibrahima Ba rend visite à la famille d'Oumar Silla alias Fonike Mengue, enlevé en même temps que son frère Mamadou Biloba. Avec la sœur de Fonike, il tente de faire le point, mais l'absence totale d'informations depuis 100 jours maintenant les plonge dans la plus grande angoisse. On n'ose même pas demander les gens parce que quand on leur demande, on nous fuit même d'ailleurs. Et s'ils savent même que nous sommes de la famille et tout le monde nous évite et tout, donc on ne sait pas par où aller au fait quoi. Ibrahima, lui, évite même de se rendre chez sa mère. À chaque fois, elle m'appelle, elle cherche à savoir s'il y a des nouveautés par rapport au dossier, mais je n'ai rien à dire. Actuellement, j'évite même d'aller là-bas parce que je n'ai pas d'informations à apporter. Ce n'est pas la première fois qu'on arrête mon grand frère et moi, mais cette fois-ci, une façon de les cacher comme ça à tout le monde, c'est vraiment compliqué, quoi. Nous sommes complètement perdus, vraiment. Oumar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et Mamadou Biloba sont deux cadres du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, ce mouvement pour la démocratie fondé en 2019 et critique à l'égard des militaires au pouvoir. Violemment arrêtés déjà par le passé, comme le montrent ces images en 2022, tous deux ont été enlevés le 9 juillet dernier, dans la nuit. D'abord conduits à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, ils seront ensuite envoyés sur l'île pénitentiaire de Fotoba au large de Conakry. Des informations transmises par ce témoin, Mohamed Sissé, un coordinateur du FNDC, enlevé en même temps ce jour-là. Libéré le lendemain, il racontera les menaces et les brutalités subies sur le trajet. Depuis, plus rien, ou presque. 2 semaines après l'enlèvement, le porte-parole du gouvernement de transition assurait que les autorités n'avaient aucune nouvelle des deux hommes. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. En réfutant toute responsabilité, malgré les faits, les autorités n'ont fait qu'aggraver l'inquiétude, notamment des acteurs de la société civile engagés pour les droits de l'homme. On a entendu que des autorités même parfois qui ont ironisé leur disparition, que nous pouvons qualifier aujourd'hui de forcés eu égard à la Convention des Nations Unies contre la torture et l'élimination de toute forme de discrimination. Et nous sommes très préoccupés, très inquiets par rapport à leur santé, à leur sécurité et surtout eu égard au silence radio là-dessus. Face au silence, la mère de Fonike Mengue en appelle au président Mamadi Doumbouya pour aider à retrouver son fils. Plusieurs fois contactés, les autorités de la transition n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Comme chaque semaine, Bayo Paul Dakuo, médiateur, s'apprête à sillonner les rues de Beni Mellal.
Objectif, repérer des migrants tout juste arrivés dans cette ville du centre du Maroc et détecter s'ils souffrent de traumatisme psychologique. Si c'est le cas, il les dirigera vers des ONG. Ce matin-là, il rencontre plusieurs jeunes qui ont été refoulés de Tanger. C'est l'une des villes marocaines les plus proches des côtes espagnoles, une porte d'entrée vers l'Europe. Certains de ces candidats à l'exil ont déjà été stoppés une dizaine de fois, plus ou moins brutalement. On est arrivé ici, on pensait que quand on arrive au Maroc, ça ne va pas être trop difficile pour traverser, mais maintenant, on voit beaucoup d'obstacles qui nous empêchent de passer, quoi. On voit que ce n'est pas comme on imaginait dans nos rêves. Même si tu es tranquille chez toi, mais quand tu réfléchis, tu fais comme ça et tu te rappelles que oui, tu dois manger, tu dois payer la maison et tu dois dormir, tu n'as pas un boulot, tout ça là. Ça peut bouleverser son esprit, quoi. C'est une vraie pression, ça. Certains ont aussi assisté à des naufrages ou ont été exploités par des trafiquants. Autant de situations qui conduisent à des troubles de stress post-traumatique ou des dépressions. Les migrants que nous rencontrons présentent souvent des cas de troubles mentaux plutôt ou psychologiques parce que tout simplement, comme vous pouvez le savoir, la route déjà pour mener jusqu'à ici est assez difficile et beaucoup sont souvent victimes d'agressions, de violences. Selon les ONG qui opèrent dans des zones de conflit, la santé mentale des personnes qui ont subi des violences sur les routes migratoires est négligée par manque de moyens et de possibilités de suivi. Ce jour-là, en présence de jeunes migrants, Paul et d'autres membres de son ONG suivent une formation pour leur permettre de mieux prendre en charge les exilés en souffrance psychologique. Les médiateurs culturels n'ont peut-être pas tous les capacités de pouvoir prendre en charge une personne qui présente des problèmes de santé mentale, mais cependant, des formations, comme nous venons de le voir aujourd'hui, permettent maintenant de donner assez d'outils aux différents médiateurs culturels pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Les services sociaux et les ONG veulent aussi éviter que la détresse psychologique de ces jeunes se transforme en violence. Chaque année, plusieurs centaines de personnes refoulées aux frontières européennes ou stoppées par des policiers marocains arrivent à Beni Mellal. Une situation de plus en plus ingérable pour les structures d'accueil de la ville qui sont très limitées.